Elle-même, c'est-à-dire il y a des gens qui se sentent mal à l'aise dans la société française parce qu'elles portent le foulard. Moi, personnellement, non. C'était spontané dès le premier jour où je suis arrivée. Il n'y avait pas le problème du voile. J'étais à l'université. C'était en quelle année? C'était en 82. Il y avait le tchador iranien. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une différence entre le foulard et le tchador iranien qui n'était pas accepté, surtout le 82. C'est au lendemain de la révolution iranienne, 79. Mais j'avais pas de problème. Le problème s'est imposé pour travailler. Maintenant, est-ce qu'il faut relancer ce débat sur le foulard, le débat sur la burqa? Moi, je ne suis pas sociologue, mais je suis de formation philosophique. Je dis toutes les questions doivent être abordées. Si on veut résoudre des problèmes, il faut poser les questions. Bien poser les questions, mais surtout donner de bonnes réponses. Parce que parfois, la question, elle est bonne, mais les réponses font problème. Et ce que je souhaite justement, c'est que la question du foulard ou la question du burqa ne déraille pas sur la religion musulmane. En fait, ça ne sera pas l'occasion d'une manifestation d'islamophobie. Voilà, que ce soit islamophobie ou même si on ne va pas jusqu'à l'islamophobie, oui. Mais justement présenter l'islam comme si ce n'est pas une religion comme toutes les autres religions qui s'inscrit dans une histoire et qui a son propre histoire comme le judaïsme ou le christianisme. C'est question de temps pour moi. L'islam, 6 siècles après le christianisme, ça veut dire on a encore le temps pour changer. N'oublions pas qu'en France, la femme même en 64 ou 62, elle n'avait même pas le droit d'avoir un compte bancaire si son mari n'est pas d'accord. La même chose pour le vote. En 45, elle n'est pas... Et pourtant, la Révolution française datait depuis 1789. Alors laissons le temps faire les choses. Alors, on passe à la grande question, la grande question, je dirais, religieuse, ce qu'en dit le Coran. Est-ce que, effectivement, porter la burqa, c'est répondre à un précepte du Coran? Alors, on commence avec vous, Youssef, et puis ensuite, Monsieur Sediki. Personnellement, je suis musulmane et je ne porte pas le voile. C'est un choix parce que je crois, et c'est mon interprétation personnelle, que le Coran n'impose pas la burqa. Je dirais même qu'il n'impose pas le voile. Voilà, parce qu'il y a des lectures dans ce sens. Puisque dans le Coran, on parle de justement cacher la poitrine. Parce que les femmes en pré-islam, elles avaient les poitrines qui étaient nues. Et même dans le Coran, il n'y a pas insistance sur les cheveux. Il n'y a pas le mot cheveux. Et certains exégètes, comme l'imam Sahnoun par exemple, il dit que les cheveux sont une partie du corps de la femme qui peut être dévoilée, qui peut être vue. Donc bon, et le plus important, puisque c'est le sujet qui nous lie aujourd'hui, c'est que la burqa n'est nullement citée dans le Coran. Déjà, on parle de cacher les atours et laisser voir ce qui est apparent. Donc ce qui est apparent n'est pas bien précisé par le Coran. Et même le hadith du prophète qui est supposé préciser est primo, et ça les théologiens le savent, c'est un hadith qui n'est pas très fort, c'est-à-dire c'est un hadith qui est faible, il y a peu de gens qui l'ont raconté, et d'autre part c'est un hadith qui se base sur une indexation, c'est-à-dire il n'y a pas le mot cité, le prophète montre du doigt le visage. Et le visage peut inclure aussi les cheveux. Donc je crois que limiter le religieux à ce voile, ou d'autant plus à la burqa, c'est comme je le dis toujours, c'est le réduire. Et je ne vois pas d'islamophobie si on pose le problème. Parce que vous avez posé une question très pertinente, Corinne, à Madame Ben Nasser. Est-ce qu'elle a des problèmes, est-ce qu'elle se sent mal à l'aise en portant le voile? Moi je peux dire aussi, moi, en ne portant pas le voile, je me sens mal à l'aise dans certains pays musulmans comme je suis. Chez vous, en Tunisie? Ça commence en Tunisie aussi, je suis stigmatisée parce que je ne porte pas le voile. Oui, avant vous animiez une émission de télévision lors du Ramadan et c'est terminé ça. Cette année on me l'a interdit justement parce qu'on m'a dit ou tu portes au moins un petit foulard comme ça pour faire un peu à l'image de la femme musulmane, ou non, alors je ne vais pas me mettre à mentir à Dieu, donc si je ne le mets pas tous les jours, je ne vais pas le mettre à la télé, donc moi aussi je peux dire que je suis stigmatisée. Donc il faut faire attention, parfois on utilise le concept de liberté personnelle à mauvais escient. On peut le dire, je suis en Tunisie, donc je peux dire ceci. Certains musulmans peuvent dire en France, je suis libre, oui, de porter le voile ou la burqa, et ceux-là même interdisent aux femmes de leur pays de ne pas porter le voile. Donc il faut faire attention à ce petit détail. Voilà. Et si vraiment on est dans l'esprit liberté de l'expression et liberté personnelle et respect de la loi, ou si on les utilise comme des moyens pour imposer une certaine idée ou idéologie. Alors Djeloul Sediki, on revient aux 2 versets du Coran. Oui, si vous voulez, je voudrais bien revenir un peu le livre Ibn Taymiyyah qui a été cité par une des participantes. C'est vrai que ce Cheikh Ibn Taymiyyah, il parle du voile
mais je trouve pas le mot burqa, à moins que c'était mal traduit. Ce monsieur est décédé pour l'histoire en 828 de l'Hégire. Il y a aussi un autre, aussi important, Ibn Khaldoun, 1332-1406, où il parle du voile, mais le voile entre l'administré et l'administrateur. Donc déjà, le mot voile a évolué à travers l'histoire de la civilisation. Et puis, dans le XIIe siècle, on trouve aussi des écrits du grand-père de Averroès, Ibn Rushd, où il parle de ce problème, car à ce moment-là, nous sommes dans les Mourabitoun, où il y avait des gens qui sont venus du sud avec leur turban. Alors lui, il leur disait, nous sommes en Andalousie, nous sommes en Grenade, vous n'avez pas besoin de porter votre litham, car il n'y a pas de sirocco pour vous couvrir de sirocco. Je connais aussi dans le sud du Maghreb, où l'homme se voile complètement, ce qu'on appelle les Touaregs, et qu'on voit que leurs yeux, alors que la femme des Touaregs, elle ne porte pas le voile. Donc je pense que c'est plutôt pour des questions climatiques, pour des questions traditionnalistes, que des questions religieuses. Une des règles de base de l'islam est de se comporter avec égard et bienfaisance envers autrui, comme on aimerait que son comporte envers soi-même. Donc je trouve que la femme, si elle porte ce voile intégral, comment elle peut communiquer, comment on peut voir ses expressions, alors que le Coran, comme disait la sœur Ben Mansour qui porte le voile, c'est vrai que le voile, il est là dans le Coran, dans 2 sourates distinctes, soit Sourate Al-Ahzab, les coalisés, ou Sourate An-Nur. Et je voudrais revenir un peu à Sourate An-Nur. Et c'est vrai que dans ce verset, on dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours qu'à leur mari, etc., etc., dans ce verset. Je trouve que le voile, c'est une question plutôt qui relève de la compétence des religieux, des théologiens, mais je trouve que cette histoire de burqa, qu'on a fait toute une salade depuis quelques temps maintenant, j'interpelle aussi les anthropologues et les sociologues de bien étudier cette question-là, car pour moi c'est une rupture avec la société. La femme qui ne peut pas vous regarder, ne peut pas s'exprimer, c'est quelqu'un d'impersonnel, alors que la femme elle a toute sa place dans la société, dans la Oumma. Alors moi j'ai pas respect à la femme, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle communique. Et pour moi, d'après certaines études, beaucoup de femmes, dans les 367, je ne connais pas le chiffre exact, sont converties à l'islam majoritaire. Est-ce que ces femmes converties à l'islam sont en rupture avec la société occidentale? Est-ce qu'elles veulent rejeter le style de vie, le mode de vie? Est-ce que nous sommes en train de vivre ce qu'a vécu la femme en 68 quand elle s'est libérée complètement? Mais je pense qu'il ne faut pas trop charger l'islam qui veut imposer à la femme de se convertir complètement. Ça veut dire de l'enfermer entièrement, qu'elle ne soit pas en rapport avec l'autre. Bien, alors, votre réaction, Mahmouba, et ensuite on tranchera. Est-ce qu'il faut, oui ou non, selon vous, une loi sur la burqa? Voilà, votre réaction déjà. Pour la burqa, ce n'est pas parce que les femmes veulent se couper de la société, mais malheureusement parce qu'elles pensent qu'une interprétation de ces versets dit que la femme doit se couvrir. C'est une lecture, ce n'est pas question sociologique, mais c'est une question juridique, je peux dire. La deuxième chose, par rapport à la burqa, elle a ses racines dans l'histoire de l'Empire musulman. C'est vrai, elle n'est pas dans le Coran, mais dans l'histoire. Alors, le tchador, il est ancien en Iran. Et l'islam, quand il est arrivé en Iran, il a pris cette tradition de la femme noble ou de la femme libre de l'Iran. C'est culturel. Voilà, c'est culturel. Et aujourd'hui, il est rentré dans des pays musulmans, alors qu'avant, il n'y avait pas. L'Arabie Saoudite, avant, il n'y avait pas le niqab, il n'y avait pas le voile du visage. Mais il est rentré avec les traditions et le recoupage de la culture de l'Empire musulman. Alors, Olfa Youssef, quelques mots et après on passe à la conclusion. Oui, très rapidement, tout est interprétation. Donc le Coran est interprété de plusieurs manières et je dirais à ceux qui disent que le voile
est nécessaire et obligatoire. Pour d'autres, le niqab, la burqa est obligatoire et nécessaire. Donc il faut faire attention pour dire que le Coran est interprétable, mais aussi il faut le mettre dans son contexte historique, parce que dans le Coran, il est dit, Monsieur Djelouli a parlé de la sourate Les Coalisés, l'Ahzab, et là, même les exégètes disent que le port d'un certain habit était une manière de distinguer entre la femme esclave et la femme libre. Donc il faut mettre tout dans son contexte, il faut faire attention, ne pas imposer un seul avis, parce que finalement, celui qui dit que la burqa est culturelle, elle n'est pas dans le Coran, d'autres disent le voile aussi est culturel et historique, il n'est pas dans le Coran. Donc le vrai débat, c'est est-ce que cette manière de s'habiller gêne ou donne une image négative de l'islam, et est-ce qu'elle peut gêner un concept important en France qui est le concept de la laïcité. Alors, pour conclure, est-ce que vous êtes pour ou contre une loi sur la burqa? Tous les trois. Je suis contre une loi sur la burqa, mais il faut discuter avec ces gens pour justement qu'elles prennent conscience, tout simplement. Merci Mahbouba. Olfa. Je suis contre une loi pour l'abolition de la burqa, mais il faut en parler parce que ça commence par la burqa et ça peut aller encore très loin dans la dépréciation de l'image de l'islam et dans l'atteinte à la liberté et la dignité de la femme musulmane. Djelou Sediki. Je suis complètement contre. Je pense que c'est une question d'éducation. Tout revient à l'éducation de nos enfants, et je pense qu'il y a un bon dialogue entre le père, la mère et ses enfants, et dans la Oumma d'une manière générale, on pourra faire gagner beaucoup de temps à nos députés qui ont beaucoup d'autres problèmes à régler qui sont une urgence pour nous. Voilà, ce débat s'achève. Merci à nos invités, Mahbouba Ben Nasser, Olfa Youssef et Djeloul Sediki. Cette émission a été présentée par Geneviève Delrue et Corinne Manjou, à la réalisation Marie-Hélène Rollin, à la technique Nicolas Doro. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous.